Je suis au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, où je suis professeure. Je suis titulaire de la chaire de gestion des services de santé, donc je travaille à la fois sur le champ sanitaire et sur le champ médico-social. Voilà. Et au CNAM, eh bien, on fait de l'enseignement, surtout de la formation tout au long de la vie, donc ça concerne au premier chef les professionnels de la santé, dans toute leur diversité. On fait de la recherche et on fait de la diffusion scientifique et technique, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Alors voilà, j'ai essayé d'orienter mon propos autour de l'humanisme et de la question de la liberté, puisque c'était le thème du colloque de cette année. Donc d'où le titre, Humanisme et management en EHPAD. Alors j'aurais pu mettre dans les services et les établissements dédiés aux personnes âgées. Ça s'applique aux EHPAD, c'est vrai que ça peut s'appliquer aux résidences d'autonomie, aux USLD, naturellement, hein, ça va sans dire. Mais je déroule beaucoup de programmes de recherche au sein des EHPAD. C'est pour ça que j'ai choisi les EHPAD à titre d'illustration. Tout d'abord, il nous faut donner une définition de l'humanisme. Ce n'est pas quelque chose de clair à tous les coups, cette question d'humanisme. Alors, pour nous, en management, la question de l'humanisme, c'est faire le choix, lorsqu'on est un dirigeant, de mettre les hommes au premier plan de la stratégie, quel que soit leur statut, hein, que ce soit des cadres ou des personnels sans responsabilité hiérarchique, que ce soit donc des professionnels, même des libéraux, mais bien sûr des personnes âgées et même leurs proches, naturellement, hein. Et si on choisit de les mettre au premier plan de la stratégie, c'est précisément parce que l'on se dit que c'est une valeur suprême et que c'est le sens de notre action. Cette valeur-là qui va guider le sens de notre action et précisément le sens de notre stratégie. Quand on se réfère à la littérature, on se rend compte que chez les Romains, il y a beaucoup de réflexions autour de l'humanité, l'humanitas. Les hommes sont porteurs d'humanité, ce que les Romains considéraient à la fois, et c'est extrêmement important, à la fois comme la capacité à créer des liens, mais aussi à les entretenir entre les hommes, hein. Donc, le fait d'avoir de l'humanité, ça s'exprime par le fait d'être sociable, de connaître les règles qui régissent la société, d'être capable de les respecter, mais c'est aussi faire preuve de bienveillance, de générosité, d'accepter les faiblesses humaines. Finalement, c'est bien ce que l'on retrouve au sein des établissements, n'est-ce pas? L'humanité s'exprime également par la conversation. Alors là, vous voyez déjà, a-t-on vraiment le temps de converser, de discuter, d'échanger à l'intérieur des établissements? En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est par la conversation que l'on peut échanger, qu'on peut se transmettre les connaissances et les enrichir naturellement. Faire preuve d'humanité, eh bien, c'est être civilisé. Et ce comportement n'est pas inné. Ce n'est pas parce que l'on est un être humain que l'on est forcément, que l'on fait preuve à tous les coups d'humanité, hein. L'humanité s'acquiert par l'éducation, par la connaissance, par la culture, par tous ces savoirs tacites et explicites que l'on nous transmet sur le terrain du travail, à l'école, en famille, tout au long de nos expériences. Donc selon les Romains, l'humanité ne convient pas partout, tout le temps, hein, ce qui est perçu un petit peu plus différemment à la Renaissance. Donc c'est important d'avoir cette notion-là en tête, parce que finalement, on se rend compte qu'on manque de liberté et donc parfois d'humanité, hein. Le management humaniste tel qu'on aimerait pouvoir le développer se heurte à des pratiques qui sont liées à l'organisation bureaucratique des services et des établissements. Alors, ce n'est pas du fait des dirigeants en eux-mêmes, hein. Ce sont les institutions qui nous poussent à observer ce type de règles. Nous avons des règles extrêmement bureaucratiques qui nous poussent à avoir des pratiques contraires à l'humanisme. Alors, les fondements de la bureaucratie de Weber nous le montrent bien. On a des fonctions extrêmement impersonnelles, donc on est vraiment très enfermé dans une fiche de poste finalement, hein. Lorsqu'on recrute un nouveau collaborateur, on a plutôt à cœur de lui permettre d'acquérir le plus rapidement possible les bons réflexes pour s'adapter à un travail d'équipe, plutôt que de s'attarder sur les connaissances qu'il pourrait nous transmettre et qui sont liées à une expérience passée, par exemple, hein. C'est pas tellement qu'on n'y accorde pas d'importance, mais en tout cas, la priorité n'est pas forcément là. On est aussi prisonnier de règles et de procédures qui sont souvent jugées excessives.
parfois inutiles, non adaptées à la réalité du terrain, parce qu'elles ne sont pas toujours créées justement par les personnels de terrain. Donc du coup, on a le sentiment de passer beaucoup de temps sur les documents, les papiers, à les ranger, à les classer, à les mettre à jour, plutôt qu'à être auprès des personnes âgées. On est évidemment bloqué par un cloisonnement à la fois hiérarchique et entre métiers. Vous voyez bien comment sont les organigrammes à l'intérieur des établissements le plus souvent. On a une direction, on a une fonction soins, une fonction animation, une fonction restauration administrative, et puis toutes les fonctions ont un petit peu de mal quand même à se rencontrer. Donc forcément, on a énormément de cloisonnement. On a cette autonomie qui est empêchée par ces cloisonnements, une subsidiarité évidemment qui ne peut pas avoir lieu à tous les coups, qui empêche également la coopération entre niveaux hiérarchiques et entre métiers. Avec la crise, ce que l'on a vu, c'est que de toute façon, on le sait, quand une crise se présente, les dysfonctionnements sont exacerbés. Donc là, pour le coup, quand on travaille dans une organisation extrêmement bureaucratique, face à une situation aussi inédite, on a besoin de trouver des solutions qui sont elles aussi tout à fait inédites. Voilà. Donc là, pour le coup, on a bien été obligé, dans de nombreux cas, de faire abstraction de la règle traditionnelle pour laisser les équipes prendre leur autonomie, leur fameuse liberté, pour pouvoir agir au plus près des personnes âgées, des patients à l'hôpital, du reste, prendre les bonnes décisions, les décisions les plus contextualisées possibles, de manière à répondre aux besoins, aux vrais besoins du terrain, du patient ou du résident. Donc, on le sait, on a besoin de cette liberté pour être au plus proche des attentes des familles et des personnes âgées, mais pour être aussi les plus réactifs possibles au moindre changement. Vous voyez, c'est quand même maintenant ce dont on a besoin au XXIe siècle. Alors, sans tomber dans l'excès inverse, on a toujours besoin de règles, de procédures, d'un cadre qui soit extrêmement structurant, qui porte les valeurs, les valeurs de notre ministère et de la politique de santé publique, les valeurs d'un établissement et du groupe. On a besoin de cette colonne vertébrale, mais on a besoin de décisions aussi au plus proche du terrain pour répondre vraiment aux besoins qui sont ressentis et qui soient pas, on n'a pas l'impression de subir des décisions qui soient complètement hors sol. Le manque de liberté, nécessairement, génère des coûts de régulation, parce que la bureaucratie de Weber était adaptée à l'époque où on l'a expérimenté il y a un siècle. Ça correspondait à l'environnement du moment aujourd'hui. C'est quand même beaucoup moins le cas. Quand on a besoin de cette liberté pour s'adapter à l'environnement tel qu'il change, et que dire après la pandémie que nous venons de traverser, nous l'avons tous vu. Nous avons besoin de cette autonomie, de cette responsabilité individuelle, de cette capacité à agir en fonction du contexte, de sorte à pouvoir s'adapter. Comme ce manque de liberté nous empêche de travailler comme on le souhaiterait à tous les coups, forcément on passe du temps à réguler des dysfonctionnements, et ça génère des coûts de régulation dans tous les secteurs, que ce soit en soins, en animation, en restauration. C'est quelque chose d'absolument global à l'organisation. Ça ne se pose pas sur un secteur en particulier, évidemment. Ce sont des coûts que l'on retrouve parce qu'ils sont liés aux régulations de l'absentéisme, des accidents du travail, de la rotation du personnel, des sous-productivités, des défauts de qualité, parce que on génère cela en travaillant de cette manière. Donc du coup, on a des difficultés, on a des gaspillages qui nuisent à la qualité de l'accompagnement des personnes âgées, de la qualité aussi dans les relations que l'on pourra avoir aux proches, aux aidants d'ailleurs, quels qu'ils soient, y compris les bénévoles. Et in fine, c'est quand même bien la personne âgée et le personnel qui en paie le prix. Et ce que l'on constate, c'est que malheureusement, on a du mal à faire émerger ces coûts dans les indicateurs des établissements, parce que le travail est considéré dans la documentation comptable plutôt comme une dépense, rarement comme une richesse. En tout cas, si l'on souhaite faire émerger le travail comme une richesse, c'est à la charge des directions d'établissements ou de groupes que de créer les indicateurs qui vont permettre
de valoriser le travail de cette manière. Et vous voyez, j'ai remis ici sur cette diapo les intitulés des outils de régulation financière, puisqu'ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Objectif national de dépenses d'assurance maladie, objectif global de dépenses qui nous concerne en particulier dans le secteur médico-social. Tous les ans, on a notre PLFSS. Le PLFSS fixe à son tour l'ONDAM. Le financement de l'ONDAM, mais aussi une partie de ce que peut donner la CNSA, nous donne le fameux OGD, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui est fixé tous les ans par arrêté ministériel. Donc, si vous voulez, quand on part de ce principe, c'est difficile d'envisager les masses salariales autrement que comme une charge, n'est-ce pas ? Alors qu'on le sait, le travail auprès de nos aînés est un investissement hein, qui est porteur de croissance économique, de croissance inclusive, permettant une plus grande équité en santé. Plusieurs rapports l'ont montré, au niveau de l'OCDE, au niveau de l'OMS. En particulier, les travaux de l'OCDE montrent cette réalité depuis déjà plusieurs années. Donc, travailler auprès de personnes malades, travailler auprès de personnes âgées et ou en perte d'autonomie, c'est une richesse pour un pays. Donc, il faut vraiment faire évoluer les systèmes de financement. Alors, il ne s'agit pas de remettre en question ici la modernisation du management public, naturellement, il ne s'agit pas de ça. Bien sûr, il faut moderniser les organisations et le management public. Mais en revanche, il faut stopper les dérives que l'on peut constater de ce fameux nouveau management public, sorte à proposer des outils qui permettent réellement de voir comment le travail vient enrichir les organisations, vient améliorer leur performance. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Par exemple, si les 377 000 équivalents temps plein qui travaillent dans les EHPAD de France, hein, que les établissements soient publics ou privés, hein. Si on part du principe que ces 377 000 équivalents temps plein réduisent d'au moins un tiers les coûts cachés dus au dysfonctionnement de leur service sur une année, on pourrait considérer que les équipes bénéficieront de plus d'1 milliard d'euros par an en gisement de performance. Alors, ce n'est pas forcément de la monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 24 000 soignants. Voyez. Donc, c'est vraiment pas neutre. Allons un petit peu plus avant pour que je puisse vous donner quelques exemples. Tous les efforts que l'on fait pour développer des thérapies non médicamenteuses, ces efforts-là, on ne les voit pas dans les budgets des établissements. Ça passe totalement inaperçu. Ce n'est pas un effort qui est directement valorisé d'un point de vue financier. Donc, charge aux établissements de pouvoir valoriser financièrement ces efforts-là, de sorte à montrer combien ça rapporte d'un point de vue qualitatif, quantitatif et financier, de manière à les mettre en perspective avec les investissements qu'ils supposent, de sorte à montrer que la balance est bien sûr positive dans nombre de cas, ou bien de réajuster le tir si ça n'est pas le cas. Mais si on continue à avoir un système de comptabilité et de financement qui est aveugle à ce type d'indicateurs, eh bien, ma foi, nous continuerons à aller de l'avant dans une comptabilité strictement comptable et moins liée à la stratégie de long terme des établissements et en particulier qui est centrée sur la valorisation du capital humain qui lui valorise le care, ce fameux care, se prendre soin. Comment valoriser le temps que l'on passe dans un accompagnement en fin de vie? Vous voyez, si on ne change pas de regard sur nos indicateurs, la tentation, c'est de se consacrer uniquement à ce qui est facturable, n'est-ce pas? Or, c'est vraiment ce que l'on ne veut plus. Le capital humain, et il faut vraiment en être convaincu, va durablement impacter, pour peu qu'on s'y consacre, la performance d'une organisation. Voilà. Innovation sociale, amélioration continue, réputation, confiance du public, et on en a vraiment besoin. Quand on voit la mauvaise presse que les EHPAD en particulier ont subi ces dernières années, indépendamment de l'épisode de la pandémie, on se rend bien compte qu'on a besoin aussi de valoriser tous les efforts que l'on fait, montrer à l'extérieur toutes les initiatives qui sont portées par les équipes pour jouer sur la satisfaction des familles, du public, la réputation, l'image que l'on peut avoir. Ça se valorise en point de vue finance. Donc, l'objectif, c'est véritablement d'avoir
un regard qui combine les résultats immédiats et la création de potentiel, c'est-à-dire un regard sur le moyen long terme, y compris matériel, mais aussi un regard, bien sûr, parce que pas de fausse naïveté, hein. Il faut aussi regarder précisément ce qui se passe à très court terme en termes financiers. Mais aujourd'hui, on n'a qu'une partie de la photographie, on n'a pas l'autre. Donc, on, on a cette incapacité à se projeter dans l'avenir en termes immatériels, de qualité, de prise en charge des personnes âgées. Donc, est-ce que valoriser le capital humain au sein des EHPAD et des établissements et services d'accueil des personnes âgées suffit à être plus humaniste? C'est absolument nécessaire. Sinon, tous les efforts que l'on porte sur le développement durable, les thérapies non médicamenteuses dont on parlait, la e-santé, enfin, toutes ces initiatives-là, évidemment, resteraient invisibles, hein, du point de vue de la tutelle. Mais ça demeure quand même insuffisant. Ce n'est pas parce qu'on va en mesurer l'impact que l'on devient plus humaniste, que l'on développe cette humanité dont on a parlé précédemment. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait agir et penser davantage en complexité pour être davantage humaniste. Donc, s'appuyer à la fois sur une pensée et sur une action et sur une pensée qui prennent en considération l'ensemble des phénomènes et pas juste un bout, et croiser les regards des professionnels. Mais vous voyez, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, pour avoir ces approches pluridisciplinaires. La bureaucratie professionnelle, la bureaucratie weberienne telle qu'elle existe, rend quand même ce regard multiple assez difficile. On essaie de les avoir, mais le plus souvent, ils sont juxtaposés. Ça ne coule pas de source d'avoir un regard extrêmement interdisciplinaire. Il est davantage pluridisciplinaire aujourd'hui. L'interdisciplinarité, pour nous, c'est extrêmement difficile. On ne nous l'apprend pas à l'école. L'interdisciplinarité, pour nous, c'est extrêmement difficile. On ne nous l'apprend pas à l'école. Vous voyez, dès les petites classes, on fait du français, on fait des mathématiques, on fait de l'histoire et de la géographie. On étudie rarement un phénomène de manière interdisciplinaire. Ça vient un petit peu, un petit peu plus tard, peut-être au collège, au lycée, mais ça reste extrêmement superficiel. En tout cas, on n'a pas l'habitude, depuis Descartes, de travailler de manière interdisciplinaire. On a plutôt l'habitude de découper un phénomène en petits bouts et d'observer chacun de ces morceaux à la loupe. On devient expert de chacun de ces morceaux et ensuite on réunit les experts pour pouvoir étudier le phénomène dans son ensemble. Donc charge à ces fameux experts de se rassembler pour travailler ensemble. Mais vous voyez, c'est extrêmement difficile. On le voit à tous les niveaux. On voit bien que les soignants n'osent pas tellement parler aux médecins de leur regard sur une personne âgée. On laisse plutôt cela à l'expert. Et c'est vrai, vous déclinez cela, et c'est vrai à tous les niveaux, pour tous les métiers. Parce qu'on n'a pas l'habitude de croiser les regards. On ne nous l'apprend pas. Pour nous, ça n'est pas du tout quelque chose qui coule de source. Depuis Descartes, puisque c'est Descartes qui nous a appris en quelque sorte, pour résumer, et schématiquement à procéder avec ce type de découpage, et puis vous renforcez ça avec une bureaucratie weberienne, avec le fameux organigramme en râteau que vous avez en tête, où tout est bien séparé. Ça n'incite pas à la coopération, à la transversalité. Lorsqu'on le fait, c'est à sa propre initiative, parce qu'on en a envie. Ça ne coule pas de source. Voilà, mais on voit bien que les équipes en ont de plus en plus envie. Et on a besoin de ce regard et de ces différentes approches pour avoir une action davantage collective, pour mieux coopérer entre professionnels et entre aidants, d'ailleurs, quels qu'ils soient, avec les résidents et avec les familles, bien sûr. Il faut avoir ce regard-là, développer cet effort-là. Mais il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans les autres, il faut avoir confiance dans son équipe, il faut avoir confiance dans sa hiérarchie, il faut avoir confiance dans la tutelle. Et pour avoir confiance, il faut accepter sa propre vulnérabilité. Il faut permettre à l'autre d'avoir du pouvoir sur ses propres actions, sans forcément qu'il y ait du contrôle à tous les coups.
Alors, il ne s'agit pas du tout de jouer ici avec la santé des personnes âgées. Il ne s'agit nullement de remettre en cause le contrôle des indicateurs de soins ou des protocoles de soins. Évidemment, il ne s'agit pas de ça ici, mais il s'agit plutôt d'accorder la confiance nécessaire afin que naissent les initiatives à chaque fois que l'on en a besoin, que la prise de responsabilité individuelle permette de faire les bons choix auprès des personnes âgées. Ce qui était possible, impossible dans le cadre d'une bureaucratie telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc la confiance est pourtant un levier en faveur de la subsidiarité, de la responsabilité individuelle nécessaire à l'agilité. On a besoin de ça pour décloisonner, pour avoir une action beaucoup plus transversale au sein des établissements et entre établissements du reste également. On a besoin de cela pour avoir une meilleure délégation, une meilleure autonomie. C'est nécessaire pour prendre des décisions adaptées, plus justes ou plus près du terrain. Sinon, on s'en remet perpétuellement à la hiérarchie. La décision qui vient d'en haut et qui doit redescendre. Donc, quand on a besoin de prendre des décisions rapides parce qu'on a des personnes qui sont en difficulté, parce qu'on est face à une situation tout à fait nouvelle ou complètement inédite, telle qu'on l'a vécue récemment, c'est quand même pas la manière de travailler la plus adaptée qu'il soit. Et indépendamment de ce phénomène de crise sanitaire, il y a aussi la question du sens au travail qui est alors posée. Parce que quand on manque de sens au travail, parce qu'on ne peut plus faire preuve de responsabilité individuelle, parce qu'on a le sentiment que l'on ne nous fait pas confiance, que la confiance s'efface au profit de la règle qui doit absolument primer sur tout le reste, parce qu'on a le sentiment qu'on ne nous fait pas confiance, puisque c'est la règle des autres qui prime sur celle que j'ai envie de développer avec mon équipe. Et bien du coup, on va se heurter à une culture de clan. C'est un phénomène qui est observé depuis très longtemps. On sait qu'il y a cette culture de clan. Donc du coup, à l'intérieur d'un clan, on va développer ses propres valeurs, ses propres comportements, souvent en totale contradiction avec les objectifs portés par un établissement. On le voit ne serait-ce que sur la question des régimes. Quand l'on doit mettre en œuvre un régime, eh bien c'est le travail de la sphère soignante. Mais le travail de la sphère restauration, il est peut-être différent. Les objectifs ne sont peut-être pas les mêmes. Et parfois, on va peut-être avoir du mal de faire respecter un régime à préparer à la dernière minute parce que l'heure n'est pas respectée, parce qu'on n'est pas passé par la bonne personne et parce que du coup, voilà, on respecte la règle et chacun s'en tient à ses propres objectifs en fonction de sa propre hiérarchie et des valeurs qu'elle a développées avec son équipe. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de garder les principes bureaucratiques dont on a hérité. C'est pour ça qu'on voit les équipes, y compris à leur direction, essayer de changer les choses, de bouger les lignes. Mais ça n'est pas évident, puisque les tutelles ne nous y invitent pas nécessairement. Elles-mêmes travaillent de cette manière et en sont prisonnières aussi à certains égards. Les équipes essaient, mais elles sont elles-mêmes prisonnières des règles qu'on leur impose et dont elles font le jeu. Les équipes, on aime bien avoir sa fiche de poste, sa fiche de fonction, on aime avoir son planning de travail. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas aussi claires qu'il n'y paraît. Il n'y a pas de bonne solution qu'ils tiennent. La bonne solution, elle se crée en équipe, elle se crée ensemble, elle se crée de manière transversale dans la coopération et la confiance réciproque. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu que l'on doit jouer dans toute la complexité d'un service, d'un établissement, autour de la personne âgée et de sa famille, naturellement. Donc, la confiance est un préalable à la coopération. Mais une fois de plus, c'est ce qu'on disait précédemment, la division du travail rend cela extrêmement difficile. Cet empilement de règles et de fonctionnement extrêmement bureaucratique faisait reculer le sens au travail au sein de la plupart des équipes. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau, malheureusement. Simplement, là, on espère que vu que l'on est nombreux à penser, à espérer beaucoup du monde d'après, il est temps de se saisir de cette opportunité pour aller de l'avant, justement. Pour conclure, bientraitance et empowerment ne coulent pas de source. Ce sont les parties visibles de cet iceberg que l'on vient de décrire. Donc, même si ces deux phénomènes vont révéler le caractère altruiste qui est attendu de la part de n'importe quel service ou établissement de santé, mais bien sûr, a fortiori, lorsqu'il prend en charge un public aussi fragile que nos aînés, on a
on attend cela. Sauf que ça ne coule pas de source. Il faut être formé à la bientraitance, il faut être formé à l'empowerment. Et tout ça dépend naturellement des innovations organisationnelles, de la qualité, des projets transversaux que l'on va mettre en œuvre. Et ça nous renvoie aux limites de la bureaucratie telle que nous la connaissons, et ça nous renvoie aux limites de la mesure comptable dont on se sert aujourd'hui pour financer les établissements et pour les évaluer d'une certaine manière. On voit rarement un établissement se voir accorder des budgets supplémentaires et dans la durée pérennisés parce qu'il est particulièrement innovant, parce qu'il est particulièrement à l'écoute de ses résidents et des familles. Le fonctionnement du financement et des tutelles ne va pas dans ce sens-là aujourd'hui. Voilà. Et c'est à travers toutes ces initiatives qu'on va essayer de faire évoluer les choses. En tout cas, l'ensemble des travaux de recherche depuis de nombreuses années en contrôle de gestion et en prise en charge des résidents vont dans ce sens-là. Oui, j'ai de l'espoir parce que il y a de nombreux phénomènes à l'œuvre qui vont dans ce sens-là, que ce soit ne serait-ce qu'en termes de développement durable. Il y a un intérêt particulier pour le développement durable aujourd'hui, indépendamment de notre secteur d'activité. À partir du moment où vous voulez mesurer les impacts des efforts qui ont été mis en œuvre par des équipes au sein d'organisations quelles qu'elles soient, il faut quand même valoriser ces efforts. On ne peut pas que dire que le développement durable coûte. Mais c'est vrai pour le développement durable, mais c'est vrai absolument pour tout. À partir du moment où l'on sait que le capital immatériel, et en particulier humain, est un levier extraordinaire de performance au sein des organisations, il faut commencer à s'interroger sur la manière de le mesurer. Alors les outils existent, là n'est pas la question. C'est juste que chez nous, en France, notre comptabilité ne s'y est par tradition jamais intéressée. Nous avons une comptabilité qui permet de payer l'impôt. Notre comptabilité s'adresse au fisc, en quelque sorte, pour prendre un raccourci. On a besoin de savoir quel est l'argent qui rentre, quel est l'argent qui sort, qu'est-ce qui reste, de manière à payer l'impôt. Puisque c'est la destination de notre comptabilité. Quand on a une comptabilité qui s'adresse à un investisseur, il a besoin d'autres indicateurs. Il a besoin de savoir si les équipes ont été formées. Il a besoin de savoir si les équipes sont innovantes, si elles sont force de proposition. Et c'est à travers ce type d'indicateur qu'il va pouvoir prendre la décision d'investir ou pas. Vous voyez ? Donc, ce type d'indicateur, on sait qu'on en a besoin. Beaucoup les réclament. Il suffit de les introduire dans les modes de financement. On sait évaluer cela. Alors, ce n'est pas forcément toujours très simple d'avoir des ajustements à effectuer, mais c'est tout à fait possible. Le plus difficile, c'est le changement de culture. Le plus difficile, c'est au sein des organisations, bien sûr au sein des tutelles naturellement, mais d'abord regardons-nous nous. Au sein des organisations, c'est changer de culture. C'est faire un pas de côté pour accepter de travailler davantage ensemble. Quand l'on est diplômé, accepter que le regard de la personne qui n'est pas diplômée mais qui travaille au quotidien avec une personne âgée peut avoir une parole pertinente s'agissant de la dégradation de la santé d'une personne que l'on voit tous les jours. Voilà. C'est accepter la différence des regards sur des phénomènes qui sont pourtant identiques. Voilà. On accueille des personnes âgées, on les voit tous et toutes de manière différente parce qu'on n'a pas le même métier, parce qu'on n'a pas le même niveau hiérarchique, parce qu'on n'a pas eu les mêmes formations, les mêmes expériences. Il n'empêche que ça vaut le coup de se mettre autour de la table et de discuter, de s'écouter pour combiner les approches. Voilà. Alors, ça n'est pas que ça n'est qu'un bout de l'équation, mais ça fait partie de cette équation. Il y a aussi la connaissance, la transmission des connaissances. Je vais vous donner un exemple peut-être qui illustre l'ensemble du propos. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à formaliser un plan de formation. Donc, on y passe du temps, ça a un coût, mais qui est invisible en comptabilité. Voilà, si on ne fait pas l'effort de le valoriser, c'est noyé dans une masse. On y passe du temps. On passe du temps à chercher les formations qui correspondent aux besoins,
qui nous ont été remontés du terrain, et puis parfois aussi ceux que l'on voit au sein des directions des ressources humaines, par exemple. Ça prend du temps. Ça coûte de payer des organismes de formation. Et quand les personnels sont en formation, ben, ça coûte aussi de les remplacer pour continuer de faire tourner l'établissement et de garantir un niveau de qualité de service adéquat. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'une fois revenus sur le terrain, là où les personnes formées vont vraiment mettre en œuvre ce qu'elles ont appris? Eh bien rien. Parce que bien souvent, le retour, la mise en œuvre de la nouvelle connaissance n'est pas pilotée. Ça fait pas partie des priorités de nombre d'établissements, tellement qu'on est dans l'opérationnel, dans la prise en charge au quotidien. Alors on se dit qu'on a besoin de suivre une formation aux thérapies non médicamenteuses, on se dit qu'on a besoin de suivre une formation sur la gestion du stress, mais on oublie de se dire à quel moment je vais le mettre en œuvre. Comment est-ce que je dois changer l'organisation à mon retour pour implanter les nouveaux savoirs et puis ensuite les transmettre aux autres, les faire vivre et les enrichir. Vous voyez, ce temps-là, on ne le prend pas et donc du coup, c'est de l'argent qui est gaspillé. On a perdu du temps, on a payé une formation pour rien, on a payé des remplaçants pour rien parce que 2 ans après, ça n'a pas été mis en œuvre et il faudra recommencer la formation parce que bien sûr, on a en partie oublié et puis ceux qui ont suivi la formation, ils sont partis à la retraite, ils ont démissionné, enfin, voilà. Et donc du coup, comme on ne mesure pas l'impact de la mise en œuvre de ces formations, d'un point de vue qualitatif, quantitatif et financier, c'est difficile de se dire j'ai perdu beaucoup d'argent et j'en gagnerais aussi beaucoup si je mesurais. Parce qu'il y a aussi tout le bénéfice pour le résident, ça se mesure aussi en termes de satisfaction, d'image. Il y a aussi tous les indicateurs de santé et de nursing que l'on va avoir à cet égard, qui vont montrer que la formation à la gymnastique douce ou à une forme de thérapie non médicamenteuse a produit des effets positifs, voyez, et qui aura des impacts aussi positifs sur la qualité de vie au travail. Tout ça se mesure. Voilà. On a cet effort-là ensemble à opérer. Alors ça suppose de la confiance, de la responsabilité individuelle, de l'autonomie. Ça suppose plus de transversalité et de coopération pour un meilleur empowerment, pour une plus grande bientraitance. Ça suppose de faire un pas de côté pour remettre en question son propre métier, ses propres fonctions. C'est pas évident, c'est un travail que l'on doit faire ensemble. Les professionnels, les organismes de formation, les tutelles évidemment. C'est un travail collectif. Tous les efforts que l'on fait valent mieux que laisser perdurer les dysfonctionnements. Voilà. Tourner la tête, ne pas voir les dysfonctionnements, ne pas les mesurer, ça a un coût qui est bien plus important que de vouloir les régler durablement. Voilà, durablement. Regarder la réalité en face, s'interroger réellement sur ce qui ne va pas et agir dans ce sens-là, les réguler durablement. Ça a toujours un coût qui est bien moins élevé que laisser perdurer les dysfonctionnements, contrairement à beaucoup d'idées reçues. C'est bien cela qu'il faut retenir.